Mandela a été exécuté, son copilote a été exécuté, Akpo Nyandi a été exécuté, Nyemenya a été exécuté. Le seul qui est mort véritablement dans l'avion, c'était, comment appelle-t-on, Aniko Balako. Et donc, ils ont exécuté ces gens, et ils les ont exécutés après avoir chassé les gens qui sont venus les courir. Puis c'est les gens qui sont venus, quand l'avion est tombé, et que l'aile s'est brisée, ils ont vu des trucs qui sont sortis de l'avion, les pommes de terre qui sont versées par terre, les boissons, tout ça. Les gens ont vu ça. Il y a des témoins. C'est un événement que les gens ont vu, les gens ont assisté, il y a des témoins. Donc les gens ont vu tout ça. Et donc, ils ont exécuté ces gars-là, et c'est comme ça, en disant que, et ceux qui ont fait le zèle dans ces choses-là, il y avait Adewi. Je vous avais dit que quand ils ont fait le coup d'État, Adewi est devenu, le sergent Adewi, je ne sais pas s'il est monté en grade entre-temps, il était venu l'homme des basses besognes de Adema. Adewi, puisque c'est Adewi qui était l'armurier qui a ouvert le magasin d'armes sur ordre de Bojole, et ils ont sorti les armes pour donner à la bande de Adema. Ils sont allés assassiner Sylvain Sonimpio. Donc Adewi est devenu un acteur majeur dans le système de Adema. Donc Adewi et Shango, c'est eux qui ont exécuté les gens, qui ont dit non, qui ont exécuté les gens. Et donc, c'est à partir de là qu'ils ont commencé par construire leur mythe. L'avion n'avait aucun problème. On aurait pu juste le tirer et puis réparer l'aile, et puis l'avion aurait pu continuer par fonctionner. Alors, ils ont exécuté ces gens-là, et 4 jours après, le capitaine Amei, après avoir décidé de monter leur scénario de mythe, est revenu sur les lieux, il a pris un tracteur et puis il a écrasé l'avion. Il a écrasé l'avion, il a brisé l'avion pour en fait construire leur scénario. Puisque quand vous suivez eux-mêmes leurs propres témoignages, il y a plusieurs témoignages. Les témoignages à l'époque, ils ont dit que le pilote fait quoi? L'avion a piqué du nez, que l'avion est venu s'écraser. Quand un avion s'écrase là, quand un avion pique du nez, on dit l'avion a piqué du nez, ça veut dire que le pilote a perdu les manettes et l'avion est venu tomber sur le sol. Si un avion tombe sur le sol, a piqué le nez, tombe sur le sol, l'avion s'explose parce qu'il y a du kérosène dans l'avion. L'avion, ce n'est pas de l'eau. Il y a du kérosène dans l'avion. Vous avez vu la dernière fois, je ne sais pas dans quel pays, vers la Russie, je ne sais pas dans quel pays, un avion qui est sorti de la piste, quand l'avion est parti heurter le mur, l'avion a explosé. Vous avez vu ça? Je ne sais pas dans quel pays il y a eu un drame d'avion la dernière fois. En Corée, voilà. En Corée, vous avez vu l'avion? Quand l'avion est sorti de la piste, parce que le pilote n'arrivait pas à freiner l'avion, l'avion est parti heurter le mur, l'avion a explosé. Alors, si vous prenez eux-mêmes leur propre témoignage qu'ils ont eu à faire, il y a des audios que vous pouvez écouter. Ils ont dit que l'avion a piqué du nez et que l'avion est tombé en s'écrasant au sol. Si un avion s'écrase là, l'avion explose. Ça, c'est un. De deux, et il y a un autre témoignage d'un vieux qui dit que, ouais, que les pilotes, ils ont saboté les trains d'atterrissage de l'avion. Ils ont coupé les trains d'atterrissage de l'avion depuis Lomé et ils les ont attachés par du scotch. Ils les ont attachés par du scotch avant de décoller. Donc, si on sabote un train d'atterrissage d'un avion, est-ce que l'avion peut décoller? Jusqu'à aller atterrir, puisque le train d'atterrissage de l'avion, quand l'avion décolle, il rentre dans l'avion, il y a une manœuvre pour le faire remonter dans l'avion, et quand l'avion veut atterrir, il sort de l'avion et puis il se pose. Ce témoignage-là aussi est là, vous pouvez l'écouter. Il dit qu'ils ont saboté le train d'atterrissage de l'avion et ils ont attaché ça par un scotch. Vous voyez ça? Donc, ce sont des histoires à dormir debout. Et donc, ils sont allés là, et ils ont fait leur scénario et ils ont exécuté ce qu'ils pouvaient exécuter pour construire leur histoire à dormir debout. Je vais vous lire, je vous ai dit que dans les mémoires de Jacques Foccart, c'est le père de la France-Afrique. C'est lui qui a été l'idéologue qui a fait assassiner beaucoup de chefs d'État en Afrique, qui a installé les présidents qui sont au service de la France. Quand vous lisez les mémoires de Jacques Foccart est clair qu'il n'y a jamais eu d'attentat, qu'il y a eu juste un accident qu'on a transformé en toute une histoire de mythe et tout ça. Alors, si les pilotes qui conduisaient
Yadema, depuis des années, avait l'intention de le tuer parce que Yadema venait de prendre 51% des actions de la CTNB. Quand l'avion a décollé de Lomé, il aurait pu le jeter en mer et puis tous vont mourir. Dès que l'avion a décollé de Lomé, ils auraient pu faire tomber l'avion dans la mer, ou ils auraient pu faire tomber l'avion dans la faille d'Alédio, ou aller se faire écraser sur une montagne. Ils ne l'ont pas fait. Mais plus grave, comme on a dit que c'est les Blancs qui voulaient tuer Yadema, parce que Yadema a pris les 51% de la CTNB, mais quand, après l'attentat, après leur soi-disant attentat à l'accident de cet avion, mais quand Yadema est revenu à Lomé, c'est toujours d'autres Blancs qui l'ont conduit. C'est d'autres Blancs qui ont été toujours ses pilotes jusqu'à sa mort. Alors, d'où vient que quelqu'un qui dit que les impérialistes blancs voulaient le tuer à cause de cet attentat, dès qu'il a retrouvé un nouvel avion, ce sont les Blancs qui l'ont piloté jusqu'à sa mort. Le dernier pilote de Yadema était un Français, il s'appelait Restou, le commandant Restou. C'était lui le pilote de Yadema. Aujourd'hui, les pilotes de Yadema sont des Blancs. Donc, voilà comment ils ont monté leur histoire. Je vais vous lire, en dehors des mémoires de Foucault, je vais vous lire ce que dit Edem Kodjo que vous connaissez, qui a été quelqu'un de très impliqué dans le système, a dit de cet attentat-là. Vous pouvez trouver la version, vous pouvez trouver le témoignage d'Edem Kodjo dans le livre Edem Kodjo, Un homme, un destin, de Venance Conan. Venance Conan, c'est j'avais pris ce livre-là quand j'étais à Lomé, je l'avais acheté. Venance Conan, c'est un journaliste ivoirien, écrivain aussi. Il a été pendant longtemps le directeur de Fraternité Matin, c'était le PDG. Et donc, Venance Conan a consacré un livre à Edem Kodjo. Et il lui a posé la question s'il y a eu vraiment accident ou attentat. Voilà ce que Edem Kodjo dit. Edem Kodjo, vous pouvez retrouver ce livre, hein, c'est dans les librairies à Lomé. Edem Kodjo, Un homme, un destin. Voilà ce que Edem Kodjo dit. Venance Conan lui pose la question. Il dit, Venance Conan lui dit, quelle est finalement la vérité sur cet accident? Venance Conan ne dit pas que c'est un attentat. Il dit, quelle est la vérité sur cet accident? Voici la réponse d'Edem Kodjo. Écoutons Edem Kodjo. La version la plus probable, n'en déplaise à tout ce qu'on a fait ensuite sur le plan de la récupération politique, je répète, la version la plus probable, n'en déplaise à tout ce qu'on a fait ensuite sur le plan de la récupération politique, et la vérité oblige à le dire, c'est que l'avion était surchargé. Ça, c'est Edem Kodjo. C'est que l'avion était surchargé. Je continue. Le pilote avait essayé d'attirer l'attention sur cela. Ça veut dire qu'en fait, avant même que l'avion ne décolle, le pilote a attiré l'attention que l'avion était trop chargé, qu'il ne peut pas voyager avec l'avion. Ils ont dit non, il faut partir, parce qu'ils allaient en fête. Ils allaient pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour faire la fête. Le deuxième objectif, c'est pour juger le commissaire Pana. Je vais vous parler tout à l'heure du commissaire Pana et comment ils ont exécuté le commissaire Pana. À ne pas confondre avec l'ambassadeur Pana. Il y a l'ambassadeur Pana qui s'appelle Pana Ombri et il y a le commissaire Pana qui était commissaire à Sokodé, qui traitait Yadema de Koulibaly. Koulibaly, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école, donc il le traitait de Koulibaly. Donc, et ils avaient prévu, ils ont arrêté le commissaire Pana et ils ont prévu le juger après la fête à pied là-bas. C'est pour ça qu'ils sont tous montés. Donc, je vais vous dire ça tout à l'heure. Donc, Edem Kodjo dit, la version la plus probable, n'en déplaise à tout ce qu'on a fait ensuite sur le plan de la récupération politique, et la vérité oblige à le dire, c'est que l'avion était surchargé. C'est Edem Kodjo qui le dit dans le livre de Venance Conan. L'avion était surchargé. Le pilote avait essayé d'attirer l'attention sur cela, mais personne ne l'avait écouté. Personne ne l'avait écouté. C'est comme vous arrivez à la station d'Agbalépidou. À la station d'Agbalépidou, il y a un chauffeur qui veut aller de Lomé à Sokodé. Donc son apprenti, il met les bagages, le chauffeur vient, il voit la voiture, il voit que la voiture ne tient pas. Il dit, on ne peut pas voyager parce qu'il y a trop de bagages dans la voiture. Les occupants disent, non, il faut qu'on parte, on doit partir, il faut continuer, on va arriver. Vous voyez? Donc, le pilote, Edem Kodjo dit, le pilote avait essayé d'attirer l'attention sur cela, mais personne ne l'avait écouté. On avait chargé exagérément l'avion
et les consignes de sécurité n'avaient pas été appliquées. De Gaulle, donc Aniko Palako, De Gaulle, le chef de la garde rapprochée, qui est mort, était debout dans l'avion. Vous voyez ça? Donc ça rejoint ce que je dis. De Gaulle, le chef de la sécurité rapprochée, qui était debout dans l'avion. C'est pour ça qu'il est mort. Ça, c'est dans le livre de Edem Kodjo. Quand je l'avais dit hier, quand je l'avais dit dimanche, je n'avais pas les extraits du livre. Vous voyez? Et donc, c'est comme si Edem Kodjo, qui n'est plus là aujourd'hui, on a eu la même version. Donc, il y a des témoins, il y a des gens qui savent ce qui s'est passé. Donc, De Gaulle qui était mort était debout dans l'avion. Donc, il n'était pas assis, il n'avait pas sa ceinture. C'est pour ça que sa tête a heurté un truc et puis il est mort. Et donc, dans ce témoignage d'Edem Kodjo, vous allez vous rendre compte que c'est De Gaulle seul qui est mort. C'est Aniko Palako seul qui est mort. Donc, il continue. Il dit, donc, c'est tout simplement un accident dû peut-être à une erreur de pilotage avec l'avion handicapé par le surpoids. Vous entendez l'expression? Il dit, c'est un accident dû peut-être à une erreur de pilotage avec l'avion handicapé par le surpoids. Handicapé par le surpoids. Mais Eyadema, en fin politique, c'est-à-dire un homme politique, Eyadema en fin politique, a très rapidement perçu l'intérêt qu'il pouvait tirer de cette affaire. Il a eu le réflexe de lier deux choses. C'est parce que on a pris à ces imbéciles-là, donc les impérialistes, 51%, c'est parce qu'on a pris 51% à ces imbéciles blancs qu'ils ont voulu attenter à ma vie. Donc, c'est l'impérialisme financier qui a voulu me tuer. Il en a saisi le côté mobilisation immédiatement et il a donné des instructions à Kounalé Eklo. Vous connaissez Kounalé Eklo, son fils est dans le gouvernement aujourd'hui. Il a donné des instructions à Kounalé Eklo qui s'est mis à travailler les animateurs au corps. Ils composeront d'ailleurs des chants totalement merveilleux parmi le répertoire de l'animation. Il faut en convenir. Voilà le témoignage de Edem Kodjo dans le livre de Venance Conan, Un homme, un destin. Et ce témoignage de Edem Kodjo est pratiquement identique au paragraphe de Jacques Faucard qu'il a consacré au Togo en disant que ce n'était pas un attentat, c'était un banal accident que le régime togolais a transformé rapidement en un instrument de propagande et de mythologie. Voilà en réalité ce qui s'est passé, dans cette histoire de Sarakawa, qu'on a rapidement monté de toutes pièces que c'était un attentat. Au point qu'aujourd'hui, et pourquoi d'ailleurs on l'a baptisé Sarakawa? On l'a baptisé Sarakawa alors que la piste était à Tchitchao. Parce que Eyadema était furieux, comme Eyadema était rancunier d'ailleurs, il était furieux que les gens de Tchitchao, qui est le canton qui abrite même la piste la piste d'atterrissage, ne sont pas les premiers à venir à son secours, que ce sont les gens de Sarakawa. Et il a dit, désormais, on va appeler là-bas Sarakawa, alors que la piste là, elle est à Tchitchao. Aujourd'hui, il y a un conflit de délimitation foncier. Il y a un conflit de délimitation entre les villages Sarakawa et Tchitchao. Parce que les gens de Tchitchao disent, mais la piste c'est chez nous. Depuis longtemps, c'était une piste d'atterrissage colonial qui était dans le canton de Tchitchao. D'où vient que vous réclamez la paternité de cet endroit-là? Au point que le préfet de Kara, qu'on vient de changer, le colonel Bakali, a mis il n'y a pas très longtemps une commission composée des dignitaires des deux villages ou des deux cantons pour délimiter ces deux cantons-là.